Ce que nous tentons de faire, c'est de reproduire une cuisson de céramique dans des conditions les plus proches possibles de ce que pouvaient faire les potiers pendant la période mérovingienne. L'objectif, c'est vraiment pour nous, les scientifiques, d'observer toutes les étapes du travail et de la cuisson des vases. L'archéologie expérimentale vise en fait à retracer les techniques qui étaient utilisées par les populations anciennes à partir de l'expérimentation. On va essayer de repartir de matériaux le plus proche des matériaux anciens en étant bien conscient du fait qu'on n'a pas exactement les matériaux de l'époque et on va essayer d'obtenir un produit fini qui se rapproche le plus possible de ce qu'on trouve en fouille en passant par des étapes qu'on a réussi à identifier à travers l'étude des objets. La terre qui est utilisée pour les céramiques qui sont ici dans le four, c'est la derle. C'est une argile qui va être utilisée de tout temps, mais plus particulièrement au Moyen-Âge, puisqu'elle va faire la réputation des potiers d'Andenne, qui produisaient donc une céramique très blanche, glacurée, qui va être exportée sur une aire géographique relativement vaste. On sait qu'elle est ensuite prélevée pour la fabrication également des pipes en terre, qu'elle est exportée pendant toute la Renaissance également jusque Gouda pour la fabrication des pipes toujours. Ensuite, on va l'utiliser pour la production de faïence et de porcelaine, mais après cette période de production-là, on la perd un peu de vue. Les puits d'extraction qui existaient dans les périodes antérieures ne sont plus exploitables aujourd'hui et ces carmeuses qui réouvrent des carrières et tombent sur des filons qui nous intéressent évidemment pour pouvoir reproduire les pots comme au Moyen-Âge. Ils sont tombés sur ce banc d'Erle tout à fait par hasard et ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ils ont contacté le musée de la céramique pour savoir si eux avaient d'éventuelles idées d'application. Et le musée de la céramique les a orientés vers les céramistes contemporains pour qu'ils puissent la retravailler. Et nous avons expérimenté à l'académie. Donc on a répertorié les différentes couleurs de terre et essayé différentes températures de cuisson. On a analysé les retraits, la plasticité de cette terre. La découverte de la derle, pour les archéologues, c'est une aubaine parce que justement, c'est pas évident de retrouver cette argile-là à l'heure actuelle. Et donc, pouvoir en avoir des échantillons, c'est assez chouette parce qu'on peut réaliser des analyses chimiques dessus, on peut réaliser des reconstitutions, essayer de remonter des pots. Puis, c'est une argile qui présente quand même des propriétés très intéressantes pour la céramique puisqu'elle peut être cuite à haute température et le fait qu'elle soit blanche permet d'obtenir des produits clairs généralement. C'est passionnant parce qu'on n'a plus l'habitude de travailler des argiles comme ça qu'on extrait du sol à même le sol et puis voilà, qu'on utilise. Nous en tant que céramistes, on va chercher nos paquets de terre chez un fournisseur, les argiles sont préparées et puis voilà, donc en fonction de ce qu'on veut obtenir, on sait qu'on doit prendre tel ou tel type d'argile. Ici, c'est vraiment la grande aventure parce que vous avez, un tas de terre, puis vous ne savez pas vraiment si vous allez pouvoir la travailler. Donc vous devez la préparer déjà. Donc on nous a demandé de partir de cette derle brute et de réaliser des pièces qui soient faites vraiment dans l'esprit mérovingien. Ça veut dire qu'au niveau déjà du façonnage, on a travaillé autour essentiellement. Parce qu'à cette époque-là, ils travaillaient autour. Et on a essayé de reconstituer des outils de décor qui étaient le type d'outils de décor qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire des pièces qui formaient des espèces de tampons, également des roulettes. Ils travaillaient aussi avec des poinçons. On a travaillé aussi avec des morceaux de bois pour enfoncer la terre à certains endroits. Donc elles ont copié des formes que nous, on retrouve en fouille, mais elles se sont aussi rapprochées des techniques qui étaient utilisées à l'époque, notamment pour la cuisson. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. On utilise un four à bois qu'on a construit sur base de plans qui ont été mis au jour en fouille à Huy, sur le site de la place Saint-Jacques par Jacques Willems dans les années 90. On a donc recreusé un trou et puis on a rebâti la structure. On a préparé l'argile qui allait nous servir à monter les parois. On a monté les parois avec des cailloux, des tessons de poterie et l'argile pour venir solidifier tout ça. On a bâti le four, l'alandier, on a eu une phase de séchage aussi qui a duré une petite semaine. Et puis ici, on est dans la phase de cuisson.
commence le grand feu entre guillemets, donc on va monter petit à petit en température. On espère aller jusqu'à 800 degrés. Ce qui m'intéresse surtout dans cette expérimentation-là, ce sont les questions scientifiques. Donc savoir d'abord si ce type de four-là fonctionne pour la cuisson de céramique, si on va arriver à monter relativement haut en température, combien de pots on peut mettre dans ce type de four-là, est-ce qu'on peut produire une atmosphère de cuisson réductrice, les atmosphères de cuisson oxydante sont plus faciles à obtenir, et évaluer aussi la somme de travail qu'il faut pour monter un four de ce type-là. Et puis après, combien de temps est-ce qu'il peut rester en place sur le site sans être entretenu? Par rapport à mes élèves, c'est très intéressant de travailler de cette façon-là parce que ça amène une rigueur importante. Analyser les terres, le retrait, le façonnage, recopier des pièces existantes en essayant de reproduire les gestes et la technique, c'est forcément très intéressant parce que c'est très rigoureux. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour des artistes ou des futurs artistes, de comprendre ces racines et de retrouver ces gestes-là et de peut-être après les transformer et les adapter à des choses contemporaines. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu le fil, vais-je dire, de l'ancien par rapport au présent. Donc retrouver, je veux dire, les gestes d'avant et se retrouver dans ces époques qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu. Donc la richesse des informations que les archéologues collectent et qui nous permettent finalement d'y parvenir, ce sont des échanges très riches. Comme archéologue, on a les pièces, une fois qu'elles ont été utilisées, une fois qu'elles ont été mises au rebut, donc on a des pièces fragmentaires et on essaye de retracer la chaîne opératoire, le processus qui a mené à la création de ces objets-là, mais on travaille vraiment avec des bribes et des fragments. Et puis on n'a pas une approche du matériau brut, de la façon dont il faut le préparer, dont il faut l'appréhender pour obtenir l'objet. Et le fait de pouvoir travailler avec des céramistes, de pouvoir discuter avec elles, est-ce que c'est une argile qui est facile à mettre en forme, qui n'est pas facile à mettre en forme? Est-ce qu'il faut y ajouter du dégraissant ou pas? À quelle température de cuisson est-ce qu'on peut? On a une vision plus pratique des choses qui peut nous manquer, nous, avec notre approche beaucoup plus théorique. Dès 4 heures de l'après-midi, nous avions atteint 400 degrés, plus ou moins. Et puis, on n'a jamais pu aller plus haut. Donc il y avait un pyromètre qui avait l'air d'avoir un faux contact. Quand on bougeait un petit peu, il montait, puis ça n'allait pas. Et de l'autre côté, il stagnait, il remontait, il descendait, et voilà. Donc quand j'ai quitté le site, j'étais complètement désespérée. Je pensais que c'était foutu, que ça ne serait jamais cuit. Et au final, les céramiques sont bel et bien cuites. Donc il semble qu'il y ait eu un problème technique avec les pyromètres. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on a réalisé que le four fonctionnait, que ce type de plan était tout à fait fonctionnel et marchait pour cuire de la céramique à une température qui est malheureusement pour le moment indéterminée, mais qui dépasse au moins les 600 degrés, je dirais. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de casse. C'est qu'en ouvrant le four, on a eu la surprise de constater qu'il y avait des vases qui étaient à la fois rouges et à la fois noirs, alors qu'on était a priori dans un même four et dans une même atmosphère de cuisson. Donc c'est assez déroutant par rapport aux pensées théoriques qu'on peut avoir et qui voudraient qu'une cuisson produise que des vases noirs ou que des vases rouges. Ici, on a du blanc au rouge et du gris clair au gris foncé. Voilà, je crois qu'il faudra de toute façon un petit peu de temps, que ce soit aux céramistes ou aux archéologues, pour vraiment débriefer totalement l'expérience et peut-être éventuellement relancer une nouvelle, puisqu'il semblerait que les céramistes soient partants. Donc voilà.